Est-ce que l'Iran est en train de gagner la guerre contre les États-Unis et Israël? Une chose est sûre, elle n'est certainement pas en train de la perdre. Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Chaque jour sur Terre. Vous l'avez deviné, aujourd'hui, il sera question de la situation explosive au Moyen-Orient et du véritable renversement de la vapeur au niveau stratégique que nous avons observé dans les derniers jours, alors que l'Iran était en mesure de bloquer le détroit d'Ormuz, causant effectivement une crise pétrolière et énergétique avec des ramifications mondiale. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on examine la stratégie de l'Iran. Pourquoi on décide de bloquer le détroit d'Ormuz, mais surtout les conséquences démesurées que c'est en train de créer actuellement et de générer sur la campagne israélo-américaine. Une campagne qu'on imaginait originalement dans la possibilité de durer plusieurs semaines, sinon même des mois. On imaginait une campagne qui irait jusqu'à la chute du régime iranien et nous disait Donald Trump une reddition inconditionnelle. Aujourd'hui, tout indique que les États-Unis et Israël sont essentiellement dans les câbles et qu'on pourrait assister au cours des prochains jours ou très rapidement à une tentative de détente ou même de cessez-le-feu initiée par les États-Unis et Israël, alors que la situation est en train de prendre une envergure tout simplement démesurée et très prévisible, mais manifestement qui n'avait pas été prévue par les États-Unis et Israël. Alors, sans plus tarder, voici la guerre au Moyen-Orient et la crise énergétique expliquée. Depuis plusieurs années, Voltium accompagne les professionnels de l'industrie solaire partout au Canada en fournissant des batteries, des onduleurs et un soutien technique personnalisé. Avec les subventions solaires annoncées par Hydro-Québec et les progrès récents de la technologie, l'énergie solaire n'est plus une alternative parmi les autres. C'est un levier énergétique incontournable. Aujourd'hui, Voltium s'adresse directement à ceux qui sentent que le moment est venu pour les accompagner dans cette initiative. Si vous envisagez une installation de panneaux solaires pour réduire votre facture d'énergie, et encore mieux, si vous voulez y ajouter des batteries pour être protégé lors des pannes de réseau ou pour réduire la consommation de puissance afin de maximiser les économies, Voltium a tout ce qu'il vous faut. En les contactant, vous parlez avec une équipe de pros au Québec qui vous fournissent rapidement des réponses claires incluant une analyse de la rentabilité de votre projet et une mise en relation avec un professionnel qualifié dans votre secteur. Les avantages d'un système solaire avec batterie sont nombreux. Même lorsque le soleil brille un peu moins, les clients équipés des batteries Voltium peuvent simplement utiliser l'énergie stockée durant les heures de pointe. C'est simple, les batteries se rechargent lorsque l'électricité est moins coûteuse, puis alimentent la maison ou le commerce au moment où la demande est la plus forte. En plus, la technologie Voltium permet une synchronisation automatique avec les événements de pointe annoncés par Hydro-Québec. Et bien sûr, Voltium peut également vous accompagner dans des projets solaires hors réseau, que ce soit au chalet ou partout ailleurs. Pour profiter de l'expertise des produits et du réseau de Voltium, rendez-vous au voltium.com et accomplissez enfin votre projet solaire. Alors, sans plus tarder, je vous propose qu'on examine ensemble comment l'Iran a été en mesure de placer les États-Unis et Israël dans les câbles, dans une guerre qu'ils ont eux-mêmes initiée. Pour comprendre, il faut revenir à la stratégie iranienne de la guerre de 12 jours. Ce qu'on avait observé durant ce premier affrontement, c'est que l'Iran avait essentiellement concentré sa réponse sur Israël et les installations américaines dans le Moyen-Orient. On sait bien sûr que les missiles iraniens n'ont pas la capacité d'atteindre le continent nord-américain, donc on se doit de configurer la réponse en conséquence. Et ce qu'avait fait l'Iran, comme je vous le disais, c'était vraiment de viser surtout et d'abord Israël et les États-Unis, de concentrer la pénalité sur ces deux pays avec l'objectif, autant que possible, de maintenir, de préserver les relations avec les pays de la région, les États arabes, les pays du Golfe qui, en temps normal, pourrait agir d'une certaine manière pour les intérêts iraniens. Et c'est un peu ce qu'on a vu durant la guerre de 12 jours. Le calcul n'était pas complètement stupide parce que l'Iran a été en mesure de recruter d'une certaine manière l'Arabie saoudite, le Qatar, la Jordanie, qui regardaient ce conflit depuis l'extérieur, qui s'inquiétaient d'une potentielle instabilité, d'une potentielle déstabilisation et qui donc ont lobbyé les États-Unis, ont communiqué et supplié les États-Unis d'arriver à une forme de cessez-le-feu, non pas pour l'Iran, mais surtout pour préserver leurs propres intérêts. Ils étaient inquiets de ce qu'on voit actuellement, d'un potentiel blocage du détroit d'Ormuz et d'une escalade de la situation qui pourrait prendre une dimension régionale. Alors donc,
Durant le premier affrontement, celui de juin auquel on a assisté, cette fameuse guerre de 12 jours, la réponse iranienne a été configurée complètement différemment de ce à quoi on assiste aujourd'hui. Dans cette guerre, la guerre actuelle, on lui donnera un nom éventuellement, l'Iran a manifestement décidé de changer de stratégie et d'attaquer tous les pays de la région, avec un objectif très simple. Cette fois, plutôt que de préserver les relations pour essayer de les recruter comme lobbyistes, on va carrément les introduire comme des parties prenantes à la guerre. Parce que cette fois, si les États-Unis et Israël ne sont pas les seuls à subir les conséquences, eh bien nécessairement, le monde entier se retrouve dans le même bateau à chercher un cessez-le-feu et une stabilisation de la situation. Alors donc, l'Iran a décidé, en bloquant le détroit d'Ormuz, mais aussi en attaquant tous les pays de la région, d'essayer de créer autant de chaos que possible avec l'objectif affiché, délibéré et conscient et calculé d'introduire, si on veut, une pénalité démesurée à la campagne israélo-américaine, non seulement sur les pays de la région, mais un peu partout dans le monde. Parce que, vous savez, le marché pétrolier, bien sûr, un marché mondial, global. Lorsque vous avez une perturbation dans un endroit de la planète en raison d'une escalade, d'un conflit géopolitique, militaire, il y a naturellement et nécessairement des implications, des impacts presque immédiats pour le reste du marché énergétique et en conséquence, puisque l'énergie est à la base de beaucoup de systèmes industriels et de systèmes de services et de production, naturellement, vous avez une augmentation des prix à peu près à travers toute l'économie. Et donc, en voyant cette augmentation rapide du prix de pétrole qui est entièrement attribuable à la situation au Moyen-Orient, vous avez naturellement des inquiétudes très sérieuses un peu partout dans le monde qui dépassent largement le Golfe. Soudainement, les États-Unis paient la pénalité de leur propre campagne. Ils la paient en fait très directement à travers une augmentation des prix de l'essence à la pompe aux États-Unis. Le scénario est le même pour ce qui est des Européens, qui la dernière fois avaient le loisir, le luxe en fait, de regarder la guerre depuis les estrades. On avait littéralement une Europe qui était spectatrice et qui ne subissait pas les conséquences de la déstabilisation introduite par Israël et les États-Unis. Alors donc, l'Iran a décidé cette fois d'amener tout le monde dans le même bateau pour s'assurer que tout le monde recherche une sortie de crise rapide. Et vous savez quoi? C'est exactement ce qui est en train de se produire. La stratégie de l'Iran semble déjà être en train de payer, alors que les États-Unis remettent en doute leurs objectifs de guerre initiaux devant les pressions auxquelles on assiste actuellement dans la région, notamment la pression boursière, la pression en provenance des pays du Golfe, la pression au niveau du marché énergétique et la potentielle disruption que ça pourrait introduire. On y reviendra dans un moment. Mais bref, l'Iran est vraiment en mesure de contraindre Washington à reconfigurer sa campagne et à travailler avec une marge de manœuvre beaucoup moindre. Si ce n'était de cette augmentation rapide du prix du pétrole, si ce n'était de la crise boursière qui s'en découle, si ce n'était de la pression de la part des Européens, de l'Afrique, de l'Asie, de la planète entière, mais aussi des pays du Golfe qui cognent à la porte pour dire « mais quand ça s'arrête tout ça ?» Les États-Unis n'auraient virtuellement aucune presse. Ils pourraient continuer la campagne en Iran presque perpétuellement, en fait, pas perpétuellement, mais il y aurait un paramètre qui limiterait leur capacité d'action et ce serait l'inventaire de munitions. On en a parlé régulièrement à 7 jours sur Terre. Chaque jour sur Terre, on a actuellement à travers le monde une véritable pénurie de munitions avancées, particulièrement pour ce qui est des projectiles, les drones, ainsi que les missiles balistiques, missiles de croisière, etc. La réalité, c'est que la guerre s'est développée à une vitesse effarante et qu'on est aujourd'hui dans un scénario que le complexe militaro-industriel n'a pas été en mesure de vraiment anticiper au niveau de ses inventaires et de sa capacité de production. On est dans un monde où on utilise énormément de projectiles et donc, en conséquence, on a besoin de beaucoup d'intercepteurs et les chaînes de production de ces types de munitions ne sont tout simplement pas adaptées à la guerre d'aujourd'hui. Par exemple, vous envoyez, disons, une soixantaine ou une centaine de missiles intercepteurs Patriot ou encore des missiles THAAD dans une séquence, dans une volée que vous envoyez depuis l'Iran. Ces missiles sont produits à un rythme d'environ 6 par mois. Alors, vous comprendrez qu'il y a une asymétrie gigantesque qui veut dire que les conflits ne peuvent pas durer de manière perpétuelle. Et c'est un peu ce à quoi on avait assisté durant la guerre de 12 jours, alors que Israël, surtout,
avait manqué de munitions intercepteurs. On n'était donc plus en mesure d'intercepter les missiles en provenance de l'Iran et de se défendre adéquatement, ce qui avait invité Israël à accepter, pour ne pas dire, à demander aux États-Unis d'obtenir un cessez-le-feu, une détente avec l'Iran, et on est tous retournés chez nous. Manifestement, on a reconfiguré un peu notre stratégie aussi. Cette fois, on a attaqué surtout les lanceurs de l'Iran dès le début de l'opération avec l'objectif de réduire la capacité de lancement. Moins l'Iran peut lancer de missiles, plus il est facile de les intercepter et plus on préserve nos stocks d'intercepteurs. Alors la guerre peut durer plus longtemps. Bref, l'Iran avait compris tout ça. L'Iran a vu que manifestement, cette fois, les stocks d'intercepteurs et la stratégie seraient configurés de manière à maximiser la capacité d'action des États-Unis et que ce ne serait pas la contrainte que c'était la dernière fois. Les États-Unis, déjà d'ailleurs, se montraient tout à fait prêts et disposés, aussi kamikaze que ce soit, aussi suicidaire que ce soit, d'aller retirer les stocks de munitions avancées du Pacifique, depuis la Corée notamment, pour les amener au Moyen-Orient. On était donc littéralement en train de considérer de cannibaliser les stocks du Pacifique, qui sont en contingence pour une escalade avec la Chine, pour les envoyer au Moyen-Orient. Donc, ça vous donne une idée que les Américains, là-dessus, étaient prêts vraiment à aller jusqu'au bout, si ce n'était de ce blocage du détroit d'Ormuz. Il vaut la peine de regarder une carte pour comprendre l'enjeu ici. Vous voyez le positionnement du détroit d'Ormuz, qui est un endroit absolument stratégique, parce que dans le Golfe, vous avez l'Arabie saoudite, l'Irak, le Koweït, les Émirats arabes unis, Bahreïn, Qatar, etc., sont des producteurs de pétrole absolument essentiels, des producteurs gigantesques, en fait, les producteurs traditionnels qu'on a en tête lorsqu'on imagine le pétrole du Moyen-Orient. Mais additionné à tout ça, l'Iran. Et dans la région, vous avez environ 20% de la capacité pétrolière planétaire, ou plutôt de la production actuelle de la planète. La capacité, c'est une autre question, mais 20% du pétrole actuellement consommé sur le marché international provient depuis le Golfe et a donc absolument besoin du détroit d'Ormuz pour accéder aux marchés internationaux. Ce que vient faire l'Iran en bloquant tout simplement ce passage, c'est essentiellement priver l'économie mondiale de 20% des ressources. Maintenant, et c'est là que ça devient très intéressant, vous voyez rapidement comment ça reconfigure la campagne américaine parce que initialement, alors que le trafic pétrolier pouvait circuler, les États-Unis affichaient déjà l'intention d'avoir une campagne qui durait plusieurs semaines, plusieurs mois, qu'on irait jusqu'au bout aussi longtemps que nécessaire, tant et aussi longtemps qu'on n'avait pas une reddition inconditionnelle de l'Iran, et on nous parlait même d'éliminer les éléments du régime, peut-être même de remplacer le régime lui-même pour, on nous disait, débarrasser la planète d'un cancer au Moyen-Orient qui menace les intérêts américano-israéliens. C'était l'objectif de la guerre. Initialement, on avait vraiment en tête une campagne maximaliste, une campagne jusqu'au boutiste, alors qu'immédiatement, lorsque la séquence d'Ormuz s'est mise à avoir un impact, si on veut, sur l'économie mondiale, sur l'approvisionnement pétrolier, alors que la guerre s'est mise à gagner en envergure, soudainement, les Américains ont en mesure de reconfigurer et d'avoir des déclarations qui sont beaucoup plus en adéquation avec la situation actuelle. Ce qu'on nous dit maintenant, et on le voit, le prix du pétrole explose, et c'est une explosion qui était largement attribuable au narratif qui avait été proposé par les Américains, comme quoi la situation actuelle pourrait durer des semaines ou des mois. Pourquoi? Parce que la guerre durera des semaines ou des mois. Immédiatement, lorsqu'on a vu les prix du pétrole exploser devant ce narratif, devant cette notion que la guerre pourrait durer plusieurs mois, l'attitude des États-Unis a été modifié substantiellement. Trump, soudainement, et on parle souvent de Trump taco, le Trump always chickens out, c'est pas tout à fait vrai. La vérité sur le taco, c'est Trump always chickens out, astérisque, when the economy is bad. Trump systématiquement se retire, que ce soit sur la question des tarifs, les guerres commerciales, les escalades avec la Chine ou avec le Canada. Dès qu'on voit une réaction négative du marché à une forme d'initiative de politique intérieure ou étrangère de la part de Trump, immédiatement, il a tendance à reconfigurer pour essayer de rassurer les marchés. Et donc, devant cette augmentation,
tout de suite, Trump dit « ça ne durera pas si longtemps, on a presque fini en Iran, on a presque terminé ». Et soudainement, en réponse à cette déclaration et ce nouveau narratif, d'une certaine manière, le marché se met à se réajuster, les prix du pétrole descendent et soudainement, la situation se stabilise. Donc, on comprend très vite de quoi il est question. L'Iran a été en mesure d'imposer aux États-Unis un recalcul de l'échéancier. Cet agenda qu'on avait initialement en tête qui durerait 1 mois, 2 mois, 3 mois, on enverrait peut-être les Kurdes pour envahir en Iran, donc ça implique un soutien aérien prolongé, ça implique une campagne qui pourrait durer très longtemps. Eh bien, soudainement, on est obligé de compresser cet agenda autant que possible à l'intérieur de peu importe la fenêtre que les marchés peuvent tolérer. Et cette fenêtre n'est pas très longue. 10 jours, 15 jours, tout au plus, je vous fais déjà la promesse, l'affirmation en toute confiance que la guerre en a pour peut-être 10 à 15 jours tout au plus. Et je peux vous dire pourquoi. Le détroit d'Ormuz, à l'heure où on se parle, est bloqué. Un certain nombre de mesures sont mises en place par des pays à travers le monde pour essayer de contenir la situation et de, on pourrait dire, venir en assistance, venir au secours du marché énergétique mondial. D'abord, la France envoie un certain nombre de navires, au moins 10 navires de guerre qui seront présents au cours des prochains jours. On est actuellement en transit vers le détroit d'Ormuz avec l'intention, nous dit-on, de rouvrir le détroit, au minimum d'escorter des navires à l'extérieur du golfe Persique pour qu'ils aient accès aux marchés internationaux. C'est un premier élément. Deuxième élément, vous avez un certain nombre de pays à travers le monde, notamment les pays du G7, les États-Unis, peut-être la Chine, ce sera à voir éventuellement, mais la Chine devrait rejoindre cet effort en théorie, s'apprête maintenant à libérer des quantités gigantesques de pétrole depuis leurs réserves stratégiques respectives. Pour expliquer rapidement, vous avez, dans un certain nombre de pays, des réserves de pétrole qui sont carrément des réserves stratégiques dédiées à une situation de guerre, dans l'éventualité où la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, peu importe, entraient dans une situation de guerre contre un adversaire et qu'on perdait l'accès au pétrole pendant une certaine période en raison d'une déstabilisation, d'une attaque contre un port, contre une installation. On doit absolument alimenter la machine de guerre. Alors, on dispose de réserves stratégiques qui sont entièrement dédiées à ce type de scénario. Maintenant, ce à quoi on a assisté depuis quelques années, surtout à travers la guerre en Ukraine, c'est largement à travers les États-Unis, une nouvelle utilisation pour ces réserves stratégiques. Soudainement, on a découvert qu'on pouvait les utiliser pour stabiliser les marchés. Lorsqu'on a justement une crise comme on assiste actuellement, vous perdez 20 millions de barils par jour pendant peu importe combien de temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça s'ajoute et ça se cumule. Mais pour rassurer les marchés, les Américains peuvent sortir publiquement et dire « Vous savez quoi? À partir de maintenant, on va libérer 20 millions de barils par jour de notre réserve stratégique jusqu'à ce que la crise se résorbe. Et donc, on vient équilibrer le marché. On vient littéralement rééquilibrer et combler la perte des hydrocarbures qui sont évacués en raison d'une crise énergétique ou quoi que ce soit, ou d'une guerre, ou peu importe. » Les États-Unis ont déployé ce levier pour la première fois contre l'Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, devrais-je dire. Et lorsque on a perdu la production russe des marchés internationaux en raison des sanctions, on cherchait un moyen, si on veut, de mettre la Russie KO. On voulait absolument la priver des marchés internationaux et des revenus pétroliers. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a libéré du pétrole depuis la réserve stratégique américaine à coût de centaines de millions de barils. C'était le plus gros retrait jamais organisé par un président américain sous Joe Biden. Et en fait, c'est justement ce qui m'amène à la situation actuelle, parce que Trump s'est plaint régulièrement que Biden avait dépensé trop de la réserve stratégique américaine. Et ce n'est pas complètement faux. Sur environ 700 millions de barils, il en reste à peu près la moitié. Biden a organisé le plus gros retrait de l'histoire de la réserve stratégique. Alors donc, Trump l'a dénoncé régulièrement en promettant qu'au jour 1, il allait remplir la réserve à nouveau pour se donner de la marge de manœuvre, pour justement faire, encore une fois, un geste comme avait fait Biden qui permettrait de stabiliser les marchés. Maintenant, si on ne remplit pas cette réserve, on perd de la marge de manœuvre. Elle ne sert à rien si elle est vide. Donc Trump avait télégraphié « Je vais à nouveau remplir la réserve ». Il ne l'a pas fait. Donc, à l'heure où on se parle,
les États-Unis n'ont pas accès à une réserve suffisante pour stabiliser les marchés internationaux. Les Européens n'ont pas accès à une réserve suffisante pour stabiliser les marchés, ni la Chine, ni personne d'autre. Le mieux qu'on puisse faire actuellement, c'est de libérer cumulativement tous les pays ensemble, notamment du G7, 400 millions de barils. Mais faites le calcul. 400 millions de barils, à coût de 20 millions de barils par jour, c'est ce qu'on vient de perdre, ça fait seulement 20 jours de production. Ce que sont en train de nous dire les États-Unis et les membres du G7, c'est que la guerre ne peut pas durer plus de 15 à 20 jours à partir du moment où on se met à combler les marchés internationaux depuis les réserves stratégiques, sans quoi on se retrouve avec à peu près rien. Sans quoi la mesure déployée par les pays en question était non seulement inutile, elle était nuisible à leur sécurité nationale parce qu'ils vont se retrouver au bout de cette équation avec un marché énergétique encore instable et des réserves vidées dans une situation de crise. Et c'est pourquoi je vous le dis, que le fait que ces États soient aujourd'hui en train de nous dire « on va libérer 400 millions de barils », en sachant très bien que cette mesure est totalement invalide à partir de 20 jours plus tard parce que tout sera dépensé, on est probablement dans la certitude que la guerre sera terminée d'ici 20 jours, sans quoi on n'accepterait pas de dilapider les réserves stratégiques de la sorte. Alors, l'Iran a été en mesure de sévèrement contraindre la marge de manœuvre israélo-américaine, alors qu'on imaginait, comme je vous le mentionnais, un conflit qui pourrait durer des semaines. On est déjà en train de chercher une porte de sortie. Trump déjà change le discours à nous dire que c'est un conflit qui est essentiellement terminé. On a accompli tout ce qu'on avait à accomplir. On a déjà gagné, mais on veut gagner encore un peu plus. Ce sont les propos qui sont tenus par Trump actuellement. Alors, chers amis, soyons très clairs. Je suis loin d'être en train de vous dire que l'Iran a gagné la guerre et qu'elle peut crier victoire. Ce serait une affirmation beaucoup trop ambitieuse. Or, une chose est sûre, c'est que les États-Unis et Israël ne peuvent pas crier victoire non plus parce qu'ils sont entrés dans ce conflit avec une ambition tout autre et un scénario, une trajectoire beaucoup plus optimiste qui culminait avec l'effondrement du régime iranien et son remplacement avec un gouvernement beaucoup plus favorable aux intérêts israélo-américains. Donc, en raison de la situation infernale créée par l'Iran, en raison de cette atmosphère, si on veut, d'escalade et d'hostilité qui semble être en train de dégénérer et d'entraîner tout le monde dans ce trou noir, soudainement, les Américains n'ont plus le choix de remballer, de mettre fin à cette campagne, de déclarer victoire et de s'en laver les mains. Alors, est-ce que l'Iran a gagné? Pas si vous le voyez comme un affrontement conventionnel où les États-Unis, Israël, on essaie de battre son adversaire. Je pense que ça n'a jamais été l'objectif iranien ici. C'était certainement l'objectif des États-Unis. L'objectif de l'Iran, depuis le départ, et on en parlait dans nos vidéos avant même que le conflit débute, je vous disais, son objectif, c'est de survivre, de rester vivant, de s'accrocher assez longtemps pour que la guerre se termine et que la poussière retombe. On pourra ensuite négocier, reconstruire et soyons très clairs, le régime iranien est extrêmement amoché. C'est pas comme s'il s'en sortait indemne, tout le contraire. On a décapité des éléments très influents du régime. On pense bien sûr à l'ayatollah Khamenei lui-même, mais aussi à plusieurs éléments de son entourage. On pense aux frappes sur les infrastructures pétrolières, militaires, la capacité de lancement, la capacité d'interception qui est largement réduite. On a détruit la marine, on a attaqué beaucoup d'infrastructures civiles, industrielles, bref. On a fait très mal à l'Iran, il n'y a aucun doute, et il faudra des années pour reconstruire et se relever. Mais on n'a pas détruit le régime, même pas proche. Et plus encore, si on veut regarder qui a gagné dans tout ça, l'Iran a accompli ses objectifs stratégiques. Survivre, maximiser la pénalité sur les États-Unis et leurs alliés pour la campagne qu'ils sont en train de mener, essentiellement maintenir l'appui populaire, ou du moins empêcher un soulèvement populaire. Ces objectifs ont été accomplis. À l'inverse, si on regarde les objectifs stratégiques des États-Unis, disons que c'est beaucoup moins glorieux. Retirer le régime iranien du pouvoir, c'est un échec sur toute la ligne. Assurer la navigabilité du détroit d'Ormuz, c'est un échec sur toute la ligne. Défendre les pays du Golfe contre les attaques en provenance de l'Iran, un échec sur toute la ligne. Et surtout, de communiquer un horizon clair sur la trajectoire de la guerre pour éviter que tout ça, justement, se transforme en crise pétrolière et en crise boursière mondiale, c'est un échec sur toute la ligne. Alors,
Est-ce que les États-Unis ont gagné, ont réussi leur campagne en Iran? Est-ce que c'est plutôt un échec? Je pense qu'il est important d'apporter énormément de nuances et de discernement, d'avoir une lecture très aiguisée de la situation et d'éviter de tomber dans le militantisme parce que, soyons clairs, je pense qu'on peut convenir que ce n'est ni noir ni blanc. Là-dessus, je suis très curieux de connaître votre opinion sur la situation. À votre avis, sans qu'on tombe dans les insultes et dans les attaques personnelles, est-ce que vous croyez que les États-Unis s'en sortent gagnants? Est-ce que l'Iran plutôt a su tirer son épingle du jeu? Quels seront les impacts à l'échelle régionale, internationale? Je pense qu'on a affaire à un épisode extrêmement fertile. Additionnellement, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Chaque jour sur Terre. Il y a environ la moitié des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés encore. Parfaitement compréhensible, mais c'est une belle opportunité de le faire et de ne rien rater. Et finalement, si vous voulez plus de contenu exclusif, vous pouvez devenir membre de 7 jours sur Terre pour aussi peu qu'$1 par mois. Vous avez accès à une émission additionnelle à toutes les semaines où on revient ensemble sur l'actualité internationale, la géopolitique et les grands dossiers dans une atmosphère beaucoup plus décontractée et informelle. Finalement, je vous remercie 1000 fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Benjamin Tremblay et je vous dis à la prochaine sur Chaque jour sur Terre ou 7 jours sur Terre. Au revoir.